Peut-être quelques questions dans l'Assemblée. Bon, moi, j'en ai une pour Pierre-Olivier. On a parlé de la surveillance active. Le patient, il accepte comment d'apprendre qu'il a un cancer et que finalement, on va le surveiller? Il faut le patient, il accepte de façon toute personnelle. C'est-à-dire que quand on va donner cette information au patient qu'il est atteint d'un cancer de la prostate, les réactions sont finalement très diverses. Et quand on leur propose un traitement, ils réagissent à ce qu'on leur dit, c'est sûr, mais ils réagissent aussi beaucoup en fonction de leur vécu de la maladie dans leur entourage. Et quand on voit l'incidence du cancer de prostate, on se doute que les patients qui ont un cancer ont dans leur entourage, que ce soit leurs frères, leurs cousins, leurs voisins, leurs amis, des patients qui ont eu un cancer. Et quand on leur propose ce traitement, que ce soit une intervention chirurgicale ou une radiothérapie, ils vont réagir en fonction aussi de ce qu'eux ont comme vécu dans leur entourage. Il y en a qui diront non, mon frère a eu des rayons, sa vie a été horrible, donc je n'accepterai jamais le traitement par rayon. Mais il peut dire exactement la même chose pour l'intervention chirurgicale. Pour ce qui est de la surveillance, il faut vraiment lui montrer les résultats, lui montrer qu'il a un foyer de 1 mm d'un cancer qui n'est pas très agressif, le rassurer en lui disant que ce qu'on lui propose, c'est une attitude qui est validée dans la littérature, donc on ne fait pas n'importe quoi, lui dire qu'il sera de toute façon suivi de façon étroite par des consultations, des examens, une deuxième biopsie qu'on peut proposer dans les 3 ou 12 mois, rarement plus, pour vérifier qu'on n'ait pas sous-évalué la tumeur au diagnostic. Et en fonction de cette information-là, il va finalement assez souvent accepter cette surveillance, parce que quand on lui propose des traitements et qu'on lui présente les effets secondaires des traitements qui ne sont pas anodins du tout, finalement il peut accepter ce traitement. Et il faut insister aussi pour lui dire que s'il est bien suivi, a priori, il n'aura pas de perte de chance par rapport à la prise en charge de son cancer, et qu'on sera toujours à temps de réagir lorsque les choses évolueront. Et ça, c'est l'étude sur ACAP qui nous permettra vraiment parce que ça a été fait dans les conditions réelles, de façon prospective, de nous conforter dans cette attitude et d'apporter un élément bibliographique de plus dans le fait qu'il peut accepter ce traitement sans trop de risques. Parler du CyberKnife, vous pouvez nous en parler un peu plus? Et puis deuxième question, j'aimerais savoir pour la curithérapie interstitielle, avant on mettait des aiguilles et puis on les enlevait. Là, elles vont rester de façon permanente. Donc est-ce que c'est pas délétère à terme? Alors, je vous rappelle que je suis urologue et que je vais essayer de répondre au mieux à vos questions. Je ne vois pas de radiothérapeute dans la salle. Donc pour ce qui est du CyberKnife, c'est un traitement qui est très récent. Il y en a un à Nice, il y en a un qui devait être installé sur Clerval. Je ne sais pas si ça a été fait depuis, je ne pense pas. Si, il est présent aussi sur Clerval. Ce traitement-là, c'est un traitement stéréotaxique qui vise à faire ce qu'on appelle de la radiothérapie hypofractionnée. Dans la radiothérapie classique, on administre entre 1,6 et 1,8 voire degrés par séance sur entre 36 et 40 séances. Là, on va administrer, je crois que c'est 7 degrés en 5 séances, donc c'est un traitement qui est extrêmement réduit dans le temps. Et ce traitement, il ne peut être fait que parce que l'outil est stéréotaxique. Quand on voit des vidéos, le patient est allongé et le robot tire, il bouge un petit peu, il retire, etc. Ça, c'est le CyberKnife pour l'instant. Alors, il y en a pas mal aux États-Unis. En France, c'est un peu plus confidentiel. Pour l'instant, il n'y a aucune étude, à ma connaissance, mais encore une fois, je suis urologue, donc probablement les radiothérapeutes ont plus de la connaissance de cette bibliographie. C'est un traitement qui n'est pas validé dans nos recommandations. On sait qu'on peut le faire. Si on le fait en dehors des recommandations, dans des études qui sont suivies. Mais en tout cas, rien de validé. Je sais qu'il est présent sur site, sur Nice et sur Clerval pour ce qui est en proximité.
La deuxième question, c'était pour la curithérapie. Alors, les deux existent. Hein. Il y a de la radiothérapie permanente et la radiothérapie avec les aiguilles qui sont mises en place de façon temporaire. C'est pas deux phases de traitement différents. Hein. Il y a l'un ou l'autre des traitements. Selon les habitudes des radiothérapeutes, on propose l'un ou l'autre, mais l'implantation de grains de diode radioactifs est au moins aussi ancien que les électrodes que l'on retire. En général, les électrodes que l'on met en place de façon temporaire, on les met pour faire ce qu'on appelle un boost, c'est-à-dire un surplus d'application de radiothérapie sur une zone à traiter. Voilà ce que j'ai à vous dire. Après, tout est calculé, hein, c'est-à-dire que le grain d'or, le grain de diode, le grain d'or c'est pour repérer la radiothérapie externe, le grain de diode va délivrer une radiothérapie à une certaine dose autour de sa position. Le fait que l'on mette en place ce grain dans la prostate de façon permanente, ça ne va pas donner plus de lésions que si on le retirait. Il est positionné de façon précise, sous guidage par imagerie, échographie superposée à l'IRM, et une fois qu'il est positionné, il délivre une irradiation tout autour de lui. Et en aucun cas, le fait de mettre des grains permanents est plus délétère que les retirer. Voilà. Après, il faut faire attention quand on les met en place de façon permanente. Il y a des contre-indications. Les patients qui ont eu des grosses résections de prostate, la distance entre l'urètre et la zone où on met le grain est plus étroite, hein, puisque la prostate est plus fine. Et là, il peut y avoir des lésions urétrales et des effets secondaires. Voilà, il y a quelques précautions à prendre. Encore une fois, les radiothérapeutes le savent mieux que moi. Et c'est un traitement que l'on réfère ici à l'IPC, hein, pour ce qui est de vous me parlez du CyberKnife, mais pour ce qui est de la curithérapie, le centre de proximité de référence pour ce type de traitement, c'est l'IPC avec le docteur Naji Salem qui est radiothérapeute et qui a depuis finalement le début de cette activité, depuis le début des années 2000 avec Franck Gladou, a développé cette activité sur l'IPC avec d'excellents résultats. Et ce sont nos radiothérapeutes, quand on leur confie nos patients, qui voient, qui discutent avec le patient et qui en réfèrent après sur l'Institut Paoli-Calmette pour faire ce traitement. Voilà. Oui. La surveillance active du cancer de la prostate au cabinet, quelle est la fréquence et l'intervalle des biopsies de prostate itératives, jusqu'à où va-t-on? Alors, il y a une biopsie qui porte le diagnostic. La deuxième sera là pour vérifier qu'on n'ait pas sous-évalué la lésion initiale. La deuxième, dans les recommandations, on doit la faire entre 3 et 18 mois. En pratique, c'est fait entre 3 et 12 mois. C'est difficile d'attendre 1 an et demi en disant on va voir dans 1 an et demi si on n'a pas sous-évalué la lésion. Par la suite, il n'y a rien de défini. Pour ce qui est du protocole sur ACAP, qui est le protocole qui court avec une cohorte de patients qui est actuellement en cours de surveillance et sur lesquels il y aura des résultats, pour ce qui est de cette étude, on proposait aux patients des biopsies. Donc la biopsie diagnostique, la biopsie de réévaluation avait lieu dans les 3 mois, et par la suite, il y avait des biopsies à 1 an, puis tous les 2 ans pendant 8 ans. Ça, c'était le suivi pour Suracap. Très honnêtement, une fois que j'ai proposé et réalisé 3 biopsies aux patients, en général la deuxième ou la troisième, à partir de la troisième, il veut le faire sous anesthésie générale, déjà, ça c'est sûr. Passer la troisième, il se lasse un petit peu des biopsies, et à ce moment-là, l'IRM peut avoir un intérêt. Si le PSA est stable, que l'examen clinique ne montre aucune modification, aucune induration prostatique, et que l'imagerie par IRM réalisée tous les ans ou tous les 2 ans ne montre aucune lésion évolutive, à ce moment-là, on pourrait se permettre de différer, tant que l'IRM est normal et que le PSA ne bouge pas, etc., de différer les biopsies par la suite. Voilà ce que j'ai à vous proposer comme réponse. Dans un cas de protocole, c'est écrit noir sur blanc, il faut s'y référer. Dans la vraie vie, passer la 3e, 4e biopsie de surveillance, si le PSA est toujours à 6 et que l'IRM dit il n'y a rien, c'est difficile après de proposer aux patients des biopsies itératives. Moi, j'ai une remarque à Guénel qui m'a fait très plaisir parce qu'elle a parlé de qualité de vie des patients et à la limite du choix du patient. Donc, merci. Vous faites beaucoup d'évaluations oncogériatriques? Tout patient de plus de 65 ans doit avoir un score G8. Un score G8, oui.
Alors après, 65 c'est un peu long, mais au-delà de 70, effectivement, un sport G8. Pour un sport G8 inférieur à 50, sont référés aux jeunes. Merci. L'autre remarque, c'est, si j'ai bien compris, la chimiothérapie est précoce? Oui, on peut se poser la question en tous les cas. Merci, Xavier. Il faut se poser la question. Il faut se poser la question avec le patient. Bien sûr, le patient est au centre de la discussion. Dans certaines situations, je crois que le bénéfice il est indéniable. Dans d'autres, il faut peser les avantages et les inconvénients. Et puis, si le patient ne la désire pas immédiatement, ne pas louper le moment où cela va lui apporter un réel bénéfice. De toute manière, la chimiothérapie va se positionner dans la maladie. Donc, mais vraiment, un bénéfice aussi important, on l'a peu eu dans tous les cancers. Oui. J'ai juste une question pour le docteur Gravis. Pour les patients, en fait, l'association de l'hormonothérapie, de la chimiothérapie, c'est pour les patients métastatiques d'emblée qui n'ont jamais reçu finalement d'hormonothérapie avant, par exemple dans le cadre d'une radiothérapie, plus hormonothérapie courte. Alors, dans les trois études, le GTUC 15, on avait 25% de patients qui avaient eu un traitement local. Dans le Charted, c'était à peu près pareil. Dans le Stampede, il y a moins de 5% des patients qui ont eu un traitement local. L'exigence, au moins dans le GTUC 15 et dans le Charted, était que les patients, s'ils avaient eu un traitement local, plus ou moins associé à une hormonothérapie, ce qui doit représenter moins de 3% des patients, étaient des patients qui avaient eu un intervalle entre la fin du traitement et la première remontée des PSA qui était supérieur à 1 an, avec preuve d'absence de progression du PSA ou de métastase dans cet intervalle. Donc, c'était vraiment des patients très sensibles. Et la population concernée qui avait une association de traitement local et d'hormonothérapie, c'est moins de 10 patients sur ces populations, c'est très peu. Ce ne sont jamais des patients qui étaient résistants. Donc, c'est pas du tout tous les patients métastatiques, hein, loin de là. La majorité des patients, actuellement, sont des patients qui ont un traitement local, une rechute biologique. Pour la rechute biologique, ils ont une hormonothérapie, ils deviennent résistants à la castration. Et là, il y a les nouvelles hormonothérapies, et puis on peut positionner la chimiothérapie. Mais... Parce que la biratérone ne vient pas parfois un peu trop tard, et ne faut-il pas la mettre juste après le taxotère ou peut-être même en même temps? Alors, on finit sur cette diapo, mais il y a une étude. Je pense qu'il faut, on progressera que si on fait ça, ça ne marche plus. Comment? Bon, écoutez, il y a une étude qui est en cours, qui est une étude prospective, qui s'appelle l'étude PIS-1, qui est une étude qui est à l'initiative du GTUG et de Karim Fizazi, et qui est également étendue à l'ERTC, qui pose la question, est-ce qu'au stade métastatique hormonosensible, jamais pré-traité, d'emblée métastatique, le traitement de référence est la castration, les patients sont tirés au sort entre la castration plus abiraterone prednisone, castration plus traitement local, radiothérapie, voilà, je vous le présente, castration plus radiothérapie, ou castration plus radiothérapie plus abiraterone prednisone. Donc votre question, elle est tout à fait d'actualité. Est-ce qu'il ne faut pas positionner l'abiraterone prednisone plus tôt et en association? Et l'étude était designée sans le taxotère, et depuis les récentes publications de phase 3, il est possible de proposer aux patients de rajouter le taxotère pour chacun des bras du traitement. Donc oui, je réponds favorablement à votre question. Il faut se poser, il faut rentrer les patients dans les études pour avoir la réponse à votre question. Bien, s'il n'y a plus de questions, on va arrêter la session urologie, peut-être passer à la session hémato. Merci aux orateurs, merci à tous.